Les représentants des pays exportateurs de pétrole réunis depuis hier à Vienne se sont retrouvés ce matin à 10 h pour décider l'éventuelle augmentation à nouveau des prix pétroliers. Alors que la situation est calme à Addis Abeba au lendemain de la déposition de l'empereur Haïlé Sélassié, le couvre-feu reste en vigueur et toutes les frontières d'Éthiopie sont fermées. Le départ du 19e Tour de France automobile est donné aujourd'hui à Tarbes. Le prologue a commencé ce matin à 9 h et les spécialistes s'attendent à un duel entre les Ligiers et les Lancia. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il y a maintenant près de 48 heures que le paquebot France est occupé en rade du Havre par les 969 marins et membres du personnel. Le bateau, qui est immobilisé à environ 5 km de l'entrée du port, ne gêne cependant pas le trafic, qui a été aménagé en conséquence. Les divers syndicats de marins ont lancé un ordre de grève générale pour les 16 et 17 septembre prochains. Ce matin, tôt, le PDG de la Transat, M. Jacques Ribière, a été reçu pendant 1 heure par le Premier ministre, M. Jacques Chirac. On ignore encore pour l'instant le résultat de cette discussion et il faut sans doute s'attendre à un communiqué dans le courant de la journée. On ne peut que le constater une nouvelle fois, le conflit du France découle pour une bonne part, comme d'ailleurs le reste de la situation sociale et économique, de l'augmentation des prix du pétrole et des matières premières en général. À ce propos, le Premier ministre, M. Jacques Chirac, a dit hier à nos confrères d'Europe 1 que le gouvernement pourrait être amené à prendre un certain nombre de mesures plus contraignantes qui pourraient aller jusqu'au rationnement au cas où le prix du pétrole augmenterait de nouveau. D'ores et déjà, le Premier ministre a précisé qu'il avait l'intention d'appeler le pays à davantage d'efforts. Pour ce qui concerne l'augmentation des prix du pétrole, une augmentation qui semble à nouveau inévitable, l'attention est donc toujours tournée aujourd'hui en direction de Vienne, en Autriche, où sont réunis depuis hier les ministres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Après avoir déjà discuté pendant plusieurs heures hier, les ministres sont à nouveau réunis depuis ce matin 10 h et il faut donc maintenant attendre ce qui sortira de leur délibération aujourd'hui ou au cours du week-end. Depuis un an, depuis le déclenchement de la guerre du pétrole, chaque réunion de l'Organisation des pays producteurs retient l'attention. Aujourd'hui, ici à Vienne, c'est encore une fois l'équilibre économique occidental qui est en cause. 13 ministres de l'énergie doivent en effet décider si le prix du pétrole, multiplié par 4 en 12 mois, va de nouveau être augmenté. Certains participants souhaitent une hausse de 14%, un chiffre qui correspond à l'inflation mondiale depuis un an. Mais l'Arabie Saoudite et l'Iran sont opposés à une telle décision. Autre hypothèse envisagée, les producteurs pourraient augmenter les impôts payés par les compagnies pétrolières aux pays producteurs. Les conséquences seraient les mêmes pour les pays consommateurs, nouveau coup de fouet à l'inflation, nouvelle dégradation de la balance des échanges commerciaux. Une situation difficile qui suscite partout dans le monde occidental une vive inquiétude, témoin cette déclaration du vice-président du patronat français. Quelles seraient les conséquences d'une nouvelle hausse du brut si elle devait être décidée à Vienne? Très grave, assurément, à la fois du point de vue matériel et du point de vue psychologique. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant même ces décisions, le problème existe, qu'il a un caractère de très grande gravité qui n'est pas encore, je crois, complètement ressenti par l'opinion, et qu'il s'agit pour la France, au cours des mois et des années qui viennent, de mobiliser vraiment tous les efforts, toutes les actions en vue de rééquilibrer la balance de notre commerce extérieur, une balance dont le déficit a été creusé massivement par l'augmentation des prix de l'énergie que nous importons. Somme toute, c'est un peu un cri d'alarme que vous entendez lancer. C'est certainement un cri d'alarme. Je crois qu'il s'agit véritablement d'un défi, le mot a déjà été prononcé, que nous pouvons relever, mais que nous ne relèverons que dans la mesure où il y aura véritablement intégration des efforts, celle des entreprises et celle des pouvoirs publics, dans une même direction, pour une même action. Espace vert, ce matin à l'Élysée, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, conseil restreint consacré aux espaces verts de la région parisienne. Première décision, création d'un parc régional dans la région de Poissy, mise en place de zones protégées entre les forêts de Montmorency, l'Isle-Adam, Senlis et Chantilly. L'implantation d'un espace vert sur l'emplacement des Halles n'a pas été abordée ce matin. Les ministres se retrouveront avant la fin de l'année pour mettre au point l'application de ces mesures.
M. Jean-Pierre Fourcade vient d'adresser une lettre au secrétaire général du Sidunati. Le ministre de l'économie et des finances félicite le Sidunati d'avoir monté sa propre opération frein sur les prix. En revanche, M. Fourcade précise qu'il ne peut admettre que les adhérents de cette organisation pratiquent sur leurs impôts une retenue de 1%, ce qui constitue un délit. Rentrée des enseignants, 3 jours avant les enfants, tous les enseignants ont repris ce matin le travail pour préparer l'accueil dans les établissements scolaires et mettre au point les emplois du temps qui entreront en vigueur dès lundi. De nombreux syndicats ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'organiser des rassemblements et des manifestations. Des mots d'ordre de grève ont également été lancés pour cette rentrée. Rentrée des enfants sur proposition de Mme Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine. M. Jacques Chirac a décidé d'accorder aux mères de famille travaillant dans le secteur public et ayant des enfants en âge scolaire des aménagements d'horaire pour la rentrée de lundi afin qu'elles puissent accompagner leurs enfants à l'école. De la même manière, le CNPF recommande aux chefs d'entreprise d'accorder des facilités identiques dans leurs établissements pour cette rentrée scolaire. Le nouvel homme fort de l'Éthiopie, le voici, descendant d'avion. Aman Andom, chef d'état-major de l'armée, que ses soldats ont surnommé le lion du désert. Il vient de chasser le lion de Juda, l'empereur Haïlé Sélassie. Pour beaucoup, les militaires qui viennent ainsi, après 7 mois d'achever un coup d'État, ressemblent aux officiers nassériens. Leur objectif est de sortir l'Éthiopie du Moyen-Âge et d'en faire un pays moderne et sans corruption. Il reste à savoir si le général Andom, qui est le premier à être mis en avant par les militaires, jouera le rôle d'un général Néguib si un nouveau colonel Nasser ne se tient pas derrière lui, encore dans l'ombre. Partout dans le monde, la destitution du Négus a été accueillie sans surprise. Le gouvernement américain a déjà fait savoir qu'il espérait entretenir d'aussi bonnes relations avec le nouveau gouvernement qu'avec celui d'Haïlé Sélassie. En Éthiopie, la situation est calme, chacun vaque à ses besognes, on signale juste quelques attroupements devant les kiosques à journaux. Le nouveau régime sera une monarchie constitutionnelle, ont annoncé les militaires. Ils ont promis des élections totalement libres prochainement. Épuration en Grèce. Avec un décret publié aujourd'hui au journal officiel à Athènes, les maires nommés par le régime militaire sont suspendus de leurs fonctions et remplacés provisoirement par les maires élus avant le coup d'État du 21 avril 1967. Ils agiront sous le contrôle des délégués du corps judiciaire. Des élections vont être organisées en temps opportun, poursuit le décret, pour désigner de nouveaux maires et conseillers municipaux. Retour à la normale à Lourenço Marques au Mozambique, où l'armée portugaise, aidée des premières troupes du Front de libération du Mozambique, a repris la situation en main après la révolte des petits blancs du mouvement du Mozambique libre le week-end dernier. Selon un communiqué portugais, un risque d'incident subsiste dans la capitale, où les récentes émeutes avaient fait 60 morts et 250 blessés, chiffre officiel. Attentat à l'explosif cette nuit contre les bureaux d'Air Algérie à Marseille. Il n'y a pas eu de victimes, mais la déflagration a causé d'importants dégâts dans les locaux de la compagnie aérienne algérienne et dans les boutiques et appartements voisins. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais l'enquête des policiers marseillais s'oriente vers les opposants algériens au régime du président Boumedienne. C'est le 3e attentat contre des organismes officiels algériens à Marseille en 13 mois. Des incidents ont marqué la visite à Cayenne de M. Olivier Stirn, le secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer. Le cortège dans lequel se trouvait le ministre, en visite actuellement en Guyane, a été pris à partie par des manifestants et 4 gendarmes mobiles ont été blessés. À l'occasion de cette visite en Guyane, le secrétaire d'État a inauguré la nouvelle antenne de télécommunications spatiales qui est destinée à faciliter les liaisons entre la Guyane et la France. La Guyane était le dernier département d'outre-mer, il faut le souligner, à ne pas posséder encore de système de liaison téléphonique par satellite. Aux États-Unis, le jeune noir âgé de 23 ans qui a assassiné le 30 juin dernier la mère du pasteur Martin Luther King alors qu'elle assistait à un office religieux dans une église d'Atlanta a été condamné à la chaise électrique. Madame Luther King était âgée de 70 ans et un diacre avait été également victime des balles du tueur. La date de l'exécution a été fixée au 8 novembre. L'avocat du jeune noir, dont l'équilibre mental semble précaire, comme on peut le voir sur cette diapositive derrière moi, a annoncé qu'il ferait appel. Un conflit sérieux à l'état latent, celui du Proche-Orient, et une situation momentanément gelée, celle de Chypre, seront les 2 thèmes centraux de l'émission de 24 heures sur la Une, le rendez-vous des grands reporters que vous pourrez suivre ce soir sur cette première chaîne à partir de 21h35.
À l'occasion de cette émission, et pour les deux sujets que je viens de citer, des confrontations intéressantes seront organisées. Et puis, dans le domaine des émissions liées à l'information, mais dépassant le cadre des journaux quotidiens de 24 heures sur la une, je dois vous parler d'une nouveauté. C'est une nouvelle émission qui s'appellera Lettres ouvertes et dont le premier numéro sera diffusé le 2 octobre prochain à partir de 20h30. Elle sera réalisée et présentée par nos confrères de l'équipe d'Armes égales et des Trois Vérités. Il s'agit d'une nouvelle expérience visant, en gros, à donner la parole aux Français à la télévision. Alors Michel Bassy, quel est le principe de cette émission? Bien, le principe est double. Nous voulons d'une part rapprocher les responsables politiques des préoccupations quotidiennes et concrètes des Français, et d'autre part, nous voulons faire participer les Français véritablement et directement au débat télévisé. Alors vous abandonnez les face-à-face? Oui, il n'y aura en effet qu'une seule personnalité sur le plateau, et donc nous abandonnons provisoirement les face-à-face qui, il faut bien le dire, Claude Bourvelly tournait trop souvent en dialogue de sourds. Mais alors cette décision, il faut le dire, ne comporte aucune arrière-pensée politique. Il nous a semblé seulement que le moment était venu de tenter une expérience nouvelle, ce qui ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas au face-à-face. Mais alors vous le savez comme moi, il n'est quand même pas très facile de faire participer le public à une émission comme ça. Non, toutes les formules qui ont été employées ont leurs avantages mais ont aussi leurs inconvénients. Alors nous avons bien réfléchi, nous, c'est-à-dire l'équipe d'Armes égales et Trois Vérités, vous l'avez dit, Alain Duhamel qui n'est pas là à Paris pour le moment, nous-mêmes, André Campana et moi-même, Jean-Pierre Lessandri, et nous avons parlé de cela avec Pierre Veil, et nous avons mis au point le schéma de cette émission qui s'appellera en effet Lettres ouvertes. Alors André Campana, le schéma, quel est-il? Comme toutes les émissions que nous avons réalisées jusqu'à présent, Lettres ouvertes se déroule en direct. C'est une émission qui dure 1h30. Elle sera diffusée donc le 2 octobre sur cette première chaîne de télévision. Sur le plateau, comme invité, d'une part Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine, et d'autre part un groupe de téléspectateurs qui viendront discuter, dialoguer avec elle et lui poser leurs questions. Mais alors attention, vous ne pouvez participer à Lettres ouvertes quand nous écrivons. Il n'y aura pas de coup de téléphone le soir en direct. À partir d'aujourd'hui, donc, chacune et chacun d'entre vous peut écrire à Lettres ouvertes, 15 rue Cognac-Jay, pour dire ce que vous voulez dire à Françoise Giroud, lui poser vos questions, éventuellement présenter des cas intéressants que nous serons amenés à filmer. Un groupe de téléspectateurs sera sélectionné à partir de ces lettres, de vos lettres, que nous espérons très nombreuses. Messieurs, merci. Alors rendez-vous au 2 octobre pour la première émission. Passons maintenant à la suite de ce journal qui nous emmène au Brésil. Direita, confere! Esquerda, confere! Marche! Avec son baudrier, ses bottes, son sabre, le commandant, qui pourrait s'appeler Schultz, est une institution des colonies allemandes d'Amérique du Sud. Une institution aussi qui tient de l'atavisme que ce besoin de défiler, non pour les spectateurs, il n'y en a pas, mais pour soi-même. Et c'est tous les dimanches la même chose. Dans ces vallées du sud-Brésil, on rencontre plus de blonds qu'en Bavière ou en Autriche. Là se trouve une de ces Allemagnes miniatures que les immigrants du siècle dernier ont reconstituées sous les tropiques et que leurs descendants ont préservées avec une fidélité obstinée. On se croit à peine au Brésil, dans cette région de l'état de Santa Catarina. Les maisons de bois ressemblent à s'y méprendre à celles de la forêt noire, tout est partout tiré au cordeau et la dynamique germanique a su exploiter rationnellement les ressources naturelles. Pourquoi d'ailleurs ne pas pousser partout les traditions? Les restaurateurs ne s'y sont pas trompés et les plats qui vous sont servis sont dignes des tavernes bavaroises. Il y a 150 ans que les premiers Allemands sont venus. Les carrioles d'aujourd'hui sont identiques à celles qui amenèrent leurs aïeux. C'est un autre signe de l'instinct de conservation qui se manifeste dans toutes les minorités exilées du monde. Seules les plantes exotiques et les charognards rappellent qu'on est ici au Brésil. Pour le reste, même les bruits, même les couleurs n'ont pas dépaysé les immigrants allemands de ces dernières années. Il est probable que les années à venir seront comme celles qui sont passées. Les enfants, alors qu'ils arrivent à l'école, ne parlent que l'allemand. C'est normal, c'est leur langue, celle qu'ils parlent chez eux, dans leur famille. Un allemand qui n'a pas beaucoup évolué en 150 ans. Quant aux portugais, ils en savent quelques mots à peine.
Birgit, Dieter, Jutta, Franz grandiront à l'ombre de la statue du docteur Blumenau, qui veille depuis 1850 sur la ville qui porte son nom. Et un jour, ils prendront place, le moment venu, sous ces pierres recouvertes de caractères gothiques. C'est peut-être dans leur loisir que ces cousins germains du Brésil se montrent le plus allemands, voire prussiens. Il y a là-bas des centaines de sociétés de tir auxquelles appartiennent la plupart des familles. Bien sûr, l'on y concourt. Bravo, commandant Schultz. Mais où peut-on être plus authentique que dans les grands moments de la vie? Un mariage, par exemple, entre germano-brésiliens de la classe des petits et moyens propriétaires. Au repas, les pommes de terre prennent la place du plat national brésilien, riz et haricots noirs. Seule concession à la couleur locale, les pétards. Mais attention, au moment de se marier, dans les discours, on exhortera le jeune couple à apprendre à ses enfants, en premier lieu, l'allemand. Et pour donner le ton, envoyez la musique. Il y a 3 minutes, à peine, il était 13h13, et comme nous sommes aujourd'hui un vendredi 13, c'est dire qu'on l'a peut-être échappé belle. Cela naturellement si on est superstitieux, ce que beaucoup d'entre nous sommes, je crois, au moins un peu, et en tout cas épisodiquement. Vous l'avez peut-être oublié, c'est une tradition populaire qui veut que le chiffre 13 porte malheur, et que si 13 personnes se trouvent à table ensemble, l'une d'elles va mourir dans l'année. Cette superstition a pour origine la réunion des 12 apôtres autour de Jésus, dont on sait que celui qui trahit le Christ, Judas, alla ensuite se pendre. Et par extension, de l'échelle au chat noir, en passant par le trèfle à 4 feuilles, ou le miroir brisé qui nous apporterait 7 ans de malheur, la superstition s'est donc manifestée de façon très diverse. Superstition. 20 présages tirés d'événements purement fortuits, comme d'une salière renversée, du nombre 13, etc. La superstition se manifeste dans notre vie quotidienne par un certain nombre de gestes, rarement conscients, presque toujours automatiques. On touche du bois pour conjurer le mauvais sort, on évite de passer sous une échelle, il n'y a pas de 13e étage dans les ascenseurs aux États-Unis, pas de dossard numéro 13 dans une course automobile. Pourquoi tout cela? Le plus souvent, on n'en sait rien. La superstition, c'est plutôt une peur, c'est plutôt une invention, quoi. Il y a eu au début quelque chose, et puis c'est passé, dirons-nous, dans l'inconscient collectif, la tradition, et puis ça a suivi, puis maintenant c'est machinal. Vous passez sous une échelle? Oui, je regarde quand même. Le vendredi 13, du point de vue astrologique, n'a aucune espèce d'influence. Et du point de vue général, à mon avis, non plus. Vous êtes superstitieuse? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas des objets qui portent bonheur, des choses comme ça? Vous n'achetez pas? Non, pas du tout. Le vendredi, c'est le jour de Vénus, planète favorable. Et le vendredi a une réputation mondiale et universelle maléfique. Le Sénat romain, par exemple, ne siégeait jamais un vendredi. Y a-t-il un jour plus intéressant pour acheter son billet de loterie? Le mercredi, principalement. Et puis le vendredi 13, évidemment. On perçoit comme un regret derrière cette constatation du vendeur de billets de loterie. Le vendredi 13, il y en a pas d'ailleurs beaucoup dans le mois. Ni même dans l'année, cher monsieur. Mais 1974 est faste, qui nous promet un autre vendredi 13 en décembre. Il y a ceux à qui le chiffre 13 porte bonheur. Le sport aujourd'hui en France se traduit par 2 événements principaux. Tout d'abord, après leur exploit en Pologne, nos footballeurs retrouveront ce soir le championnat de France. Cette 8e journée affiche un match au sommet Reims-Nîmes, rencontre qui opposera les 2 premiers du classement. Une victoire rémoise serait précieuse, elle permettrait aux champenois de se détacher car Troyes et Bordeaux,
qui occupent la 3e place, seront en danger à Nice et Bastia, comme vous venez de le constater sur votre écran. Et puis en automobile, c'est le départ aujourd'hui à Tarbes du 19e Tour de France Auto. Il faut s'attendre en gros à un duel entre les voitures françaises Ligier et les Lancia italiennes, un duel que pourraient bien arbitrer les Porsche. Vous savez qu'il y a 3 grandes disciplines dans le sport automobile, les rallyes, c'est-à-dire la route, les courses de côte et les circuits. Eh bien, le Tour de France automobile se veut la synthèse de ces 3 disciplines sur un parcours assez variable, mais toujours avec un grand kilométrage et dans une durée d'une dizaine de jours, durée qui nous permet d'ailleurs de rendre visite à peu près à toutes les régions de France et même dans les endroits les plus reculés qui sont souvent défavorisés pour le sport automobile. On peut dire que le Tour de France automobile est en train de reprendre une place très importante dans le sport automobile français. Le Tour Auto est une épreuve très difficile finalement pour les mécaniques. Il faut conduire à la fois sur les circuits, à la fois sur la route et savoir ménager une mécanique pendant une semaine. L'épreuve est financée d'une manière assez difficile, mais enfin, chaque année, le miracle se produit et nous arrivons à boucler le budget avec beaucoup d'efforts. Nous avons 3 sources principales de revenus. Une source provenant des annonceurs du Tour de France automobile, des firmes qui nous supportent sur le plan annonce. Ensuite, les municipalités qui nous reçoivent et qui nous apportent certaines subventions. Et enfin, les droits d'engagement qui sont versés par les concurrents pour participer à l'épreuve. De Tarbes, où se déroule aujourd'hui le prologue, à Nice, où sera jugée l'arrivée, les 91 concurrents parcourront à peu près 4500 km. Le tracé a été soigneusement étudié par les organisateurs qui, malgré la hausse du prix de l'essence, ont tenu à présenter une épreuve de qualité. Je crois que le Tour de France est pas mal découpé du tout. Il y a beaucoup de circuits et il y a également des grandes classiques routières telles que le Moulineau-en-Trègue, le Burzet, qui sont des classiques européennes qui sont dans Monte-Carlo. Je crois que pour le moment, la formule du Tour de France atteint sa maturité. En 1970 et 71, toutes sortes de voitures participaient au Tour de France automobile, y compris les prototypes Matra Simca, au volant desquels Beltoise puis Larousse remportèrent la victoire. Mais en 1972, les organisateurs ont modifié la formule du Tour, n'acceptant plus ces voitures dont la conception s'éloignait beaucoup trop des véhicules de série. Les constructeurs approuvèrent cette décision, car pour faire rouler des prototypes de circuit sur des routes normales, il leur fallait dépenser beaucoup d'argent. Ce fut un retour vers la véritable vocation du Tour, dont l'intérêt est d'améliorer à travers la compétition la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Le spectateur, bien sûr, regrettera le côté spectaculaire de l'épreuve. Cette année, il faudra suivre avec attention le duel sévère que se livreront les Ligier JS2 et les Lancia Stratos. Nous avons vu d'ailleurs une Ligier doublant une Lancia. Gérard Larousse, Jean-Pierre Nicolas, d'une part, Bernard Darniche, d'autre part, piloteront les 2 Ligier. Emilio Paleari, Sandro Munari, vainqueur l'an dernier, et Jean-Claude Andruet piloteront les 3 Lancia Stratos. Je puis vous dire que nous sommes en train de tout faire pour essayer de battre les Lancia Stratos, et je pense qu'il va y avoir une belle bataille pendant le Tour, et certainement avec les Porsche aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est des voitures maintenant qui vont très vite. Sur le plan puissance, on est nettement inférieur au Ligier. Surtout moi qui n'ai pas choisi le turbocompresseur sur mon moteur, mais un moteur à 2 soupapes normal. J'ai un handicap de 130-140 chevaux et en circuit je perdrai beaucoup de temps.
il faut évidemment que les circonstances se présentent favorablement pour moi pour pouvoir espérer. Mais j'ai choisi une solution robuste, une solution sûre, et comme c'est une épreuve plutôt difficile et longue, il faut être aussi présent le jour de l'arrivée. Alors c'est un petit peu là-dessus que je compte. Aux côtés des pilotes, les navigateurs joueront au cours de l'épreuve un rôle important. Ils devront surtout bien lire les notes pendant les courses de côte, disputées sur route fermée, où les pilotes peuvent s'exprimer totalement. Panneau, gauche 90 et 80 long, gauche 90 et 80 long. Droite fond, droite fond, 50 mètres, droite 70, droite 70, gauche 65, gauche 65. Si le rythme n'est pas là, s'il y a des erreurs, ça a une incidence très importante dans le résultat final, c'est-à-dire dans le temps que nous allons mettre dans l'épreuve, vous voyez, parce que c'est très difficile d'arriver à une communion, si vous voulez, entre le pilote et le coéquipier, et ça, c'est ce qui fait la différence entre les coéquipiers. C'est une question d'entraînement, d'une part avec le pilote et d'autre part avec la voiture, parce que je crois que la difficulté vient avec la rapidité de la voiture. Plus la voiture va vite, plus c'est difficile de lire les notes au bon moment. 100 mètres gauche fond, droite 10 et 50 mètres droite 100. Droite 10, 50 mètres droite 100. Les courses de côte et les épreuves sur circuit se dérouleront sur des routes gardées. Il n'en sera pas de même dans les parcours de liaison où circuleront comme tous les jours camions, autocars, automobiles de série. Les concurrents devront impérativement appliquer les règles du code de la route. Ils subiront des contrôles horaires et ne seront pas à l'abri des radars de la gendarmerie nationale. C'est une formule que certains pilotes n'apprécient pas beaucoup. Il est évident que quand on voit la somme d'efforts et que représente une course importante comme le Tour de France ou comme le rallye de Monte-Carlo pour les usines, pour les pilotes, pour les mécaniciens, c'est une responsabilité terrible qu'on ne peut pas se permettre de perdre une course comme ça sur une pénalisation de radar. Et ça demande une concentration sur le compteur, enfin quelque chose d'affolant. Et ça, c'est vraiment... D'ailleurs, à ce moment-là, c'est au détriment de la concentration sur les autres points de la sécurité ou du code, parce que on peut pas être constamment braqué sur son compteur et observer tout ce qui se passe à l'extérieur. Le 21 septembre à Nice, les véhicules auront subi des épreuves difficiles, parcouru plus de 4000 km en 8 jours. Ce sera l'heure du bilan du Tour Auto 74. Le fait que ce soit une synthèse, le fait qu'il y ait cet équilibre entre la route, la montagne, donc les mauvaises routes si vous voulez, et les circuits, exige de la voiture concurrente un ensemble homogène de qualité, pas seulement de la performance, pas seulement du confort, mais un petit peu de tout, et je crois que c'est finalement ce que l'usager désire. Le marché de Paris ressemblerait plutôt au paquebot France qu'aux voitures du Tour de France. Il est immobilisé. En effet, je pense que l'indice d'aujourd'hui sera très comparable à celui d'hier. D'une façon générale, les écarts sont assez faibles et les hausses compensent à peu près les baisses. C'est donc l'irrégularité. Il faut dire qu'aujourd'hui, les boursiers sont comme tout le monde. Ils attendent de voir ce qui va se passer à Vienne, ce qui va se passer pour le pétrole, parce qu'ils sont bien convaincus, comme M. Jacques Ferry, le vice-président du CNPF, que c'est une partie extrêmement grave pour l'économie qui se déroule en ce moment auprès des pays pétroliers, et donc tout le monde attend le résultat. Pour le reste, le paysage ne change pas. La bourse de New York a baissé assez fortement hier. Elle a baissé parce que les prix de gros continuent d'augmenter rapidement aux États-Unis. L'indice a progressé de 3,9% pendant le mois d'août, c'est considérable. La hausse avait déjà été très importante au mois de juillet, donc poursuite de l'inflation très rapide aux États-Unis, et les boursiers américains ont donc préféré vendre plutôt qu'acheter. À la bourse de Londres, eh bien, comme on suit très fidèlement Wall Street, on a un petit peu perdu le moral ce matin en voyant que New York avait de nouveau baissé, et on a baissé un petit peu. Sur le marché monétaire à Paris, l'argent vaut toujours le même prix, 13,3/8, pas de nouveauté de ce côté-là, et vous savez que les boursiers ont l'œil fixé sur les taux d'intérêt sur les marchés monétaires au jour le jour pour voir un petit peu s'il y a un espoir de détente qui permettrait une relance de la bourse.
Le dollar, vous l'avez vu au passage, est en légère baisse à Paris comme à Francfort, peut-être parce qu'il y a déjà des bruits de détente des taux d'intérêt aux États-Unis, et si le dollar devient moins rémunérateur, il sera moins recherché par les opérateurs. Pour le reste, eh bien, c'est le train-train. Si, une affaire amusante, en Italie, on a perdu 12% du capital de Monte Edison. La société Monte Edison, qui est la grande société chimique italienne, en effet, dit récemment qu'il y avait 12% de son capital qu'elle avait vu acheté par des mains mystérieuses et on ne sait pas lesquelles. Alors, tous les bruits les plus fantaisistes courent. Les uns disent que ce sont les propres dirigeants de Monte Edison qui ont racheté une partie de leur capital pour faire pièce à la partie du capital qui est tenue par des sociétés d'État. D'autres disent que ce sont carrément des sociétés d'État comme l'ENI qui ont acheté une part du capital. D'autres, enfin, pensent bien sûr aux Arabes. La partie qui se joue actuellement à Vienne est considérable, bien sûr, parce que c'est tout le problème des réserves de change des pays du monde occidental qui se pose. Et quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que depuis un an, eh bien, les réserves de change de la plupart des pays, comme la France, comme la Suisse, comme la Grande-Bretagne, comme les Pays-Bas, tous les pays d'Europe pratiquement, ont baissé sensiblement, alors que bien sûr les réserves de change des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ont augmenté de 129% et les réserves de change de l'Iran de 350%. Le problème est simple, il se chiffre d'une façon très rapide. À propos du pétrole, eh bien, se pose aussi le problème de l'or. Vous avez vu que l'or répète aussi ses cours de la veille. Le Pinay Giscard, lui, est en légère baisse, 474,50, il avait fini hier à 479. Ce problème de l'or, lié au pétrole, les uns disent, si le pétrole augmente, certains pays devront vendre de l'or pour payer leur pétrole, donc l'or baissera. D'autres disent, si le pétrole augmente, l'or montera parallèlement, comme ça a été le cas les mois précédents. On sera bientôt fixé. Dans les dernières dépêches qui viennent d'arriver ici, rien d'essentiel que vous ne sachiez déjà. Alors cette édition de 13h est terminée. Merci de votre attention. Bon après-midi et à ce soir. Au revoir.